On va pouvoir commencer, je pense que ce sont les autres nous rejoindront le cas échéant. Donc aujourd'hui, séminaire pratique de cette session de la chaire qui était consacrée à la question du lien entre spiritualité et territorialité. Donc mardi, une intervention d'Augustin Berg sur l'esprit du lieu et sur sa spatialisation, sa résidence, en tout cas justement, existait-il un esprit du lieu et où résidait-il? Et en fait, le séminaire d'aujourd'hui va nous permettre d'aller un peu plus avant sur cette question, avec, pour prolonger l'exposé d'Augustin, l'exposé d'une psychanalyste, Marie-Rosalie Di Giorgio, qui va travailler sur le sujet l'érotique du lieu, alors érotique au sens bien sûr d'expression de l'éros, du désir, et on va voir, d'une part Augustin fera un premier exposé, et surtout ça va nous permettre sans doute de développer un petit peu la question qui a été soulevée dès mardi sur ce tiraillement, ce conflit qui souvent oppose attachement à un lieu et besoin de s'en arracher aussi, sur effectivement cette ambivalence entre libération et attachement, emprisonnement. Donc on aura l'occasion d'approfondir un peu, mais je n'en dis pas plus. Donc d'abord un exposé d'Augustin Berg qui sera suivi de celui de Marie-Rosalie Di Giorgio. Si vous le souhaitez, et comme on procède à l'accoutumée, on garde plutôt le temps d'échange pour la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on pourra réagir à la fois sur les deux exposés et la façon dont eux aussi, en fait, se sont d'une certaine façon répondus. Et je dois dire que pour la première fois, en fait, il y a eu une petite anticipation de l'articulation entre les deux, ce qui est rare jusqu'à présent, on n'y arrivait jamais vraiment trop, mais là, en fait, ils ont eu l'un comme l'autre l'occasion de découvrir un petit peu leur sujet de réflexion. D'habitude, c'est nous qui cherchions en amont à articuler, mais eux se découvraient. Là, ils se sont au moins parcourus, donc je vous dévoile nos secrets de fabrique. Oui, donc c'est en introduction à l'exposé de Mme Di Giorgio que je vais parler pour dire quelques mots, puisque ce sera bref, de la manière dont la mésologie peut considérer non pas spécialement la question de l'érotique du lieu, mais comment une érotique peut trouver place dans la théorie générale des milieux humains. L'idée de base de la mésologie, dont plusieurs d'entre vous maintenant êtes déjà familiers, c'est qu'il y a un couplage dynamique entre deux moitiés de l'être, dont l'une est ce que le roi Gourand appelait notre corps animal, qui est limité par la peau, c'est l'enveloppe physique, et de l'autre, ce qu'il appelait le corps social et que la mésologie appelle plus largement le corps médial, autrement dit notre milieu, et qui est constitué des systèmes techniques symboliques et de la base écologique, donc éco-techno-symbolique, qui constitue notre corps médial. Et l'un n'allant pas sans l'autre, les deux se répondent. Cela, c'est contre la conception moderne de l'être, qui est dominée par le dualisme établissant justement une coupure entre ces deux corps animal, individuel, et ce qui est devenu un environnement objectif. Alors, plus particulièrement, cela se traduit, puisque c'est une dynamique, par ce que j'appelle deux mouvements, une sorte de va-et-vient, d'une part une cosmisation du corps et de l'autre une somatisation du monde. Cosmisation du corps, somatisation du monde. Que l'on constate à travers un très grand nombre d'analogies qui sont tracées par les sociétés humaines, par les langues, analogies entre corps médial et corps animal. Et c'est le fondement donc de la médiance, ce couplage structurel entre corps animal et corps médial, qui se traduit par... Alors, cosmisation, ça veut dire que le corps est cosmisé, cosmos, c'est le monde propre, notre monde, et les correspondances que les sociétés humaines voient entre le corps et le monde, d'une part.
mais d'autre part entre le monde et le corps. Et ce ne sont pas simplement des représentations qui seraient simplement mentales, c'est effectif. Cela se traduit dans tous les domaines de l'existence. D'abord, le plus évident, c'est la cosmisation du corps, que l'on retrouve par exemple dans la topographie, avec beaucoup dans toutes les langues. Vous avez dans la langue française, quand vous parlez du pied de la montagne, de la crête de la montagne, quand vous parlez d'un cap, qui veut dire la tête, un cap, cap ceci, cap cela, d'un épaulement, etc. Bon, toute la topographie est investie par un vocabulaire qui se rapporte au corps humain. Ça touche également toutes les choses qui nous entourent. Par exemple, si vous parlez de l'épaulement de la montagne, vous pouvez parler aussi de l'épaule de la bouteille. Et c'est très important pour les œnologues, ça. Hein. Vous savez pourquoi les bouteilles de Bordeaux ont une épaule alors que celles de Bourgogne n'en ont pas? C'est parce que quand vous versez, il ne faut pas que le dépôt sorte, il faut qu'il soit arrêté par l'épaule de la bouteille. C'est bon à savoir. Mais c'est à partir de l'épaule d'un corps humain. On emploie le mot tête dans plein d'occasions. Une tête d'épingle, par exemple, tête de ceci, tête de cela, pour ne pas parler des têtes de linotte. Le bras, quand vous dites un bras de levier, tout ça, c'est à partir du bras. Le pied de la montagne, le pied de la table, ceci, cela, etc., etc. Et puis, bien entendu, toutes sortes de mesures qui ont été faites à partir du corps humain et qui ont été abolies par le système métrique. Le système métrique qui, au lieu de référer les grandeurs au corps humain, parce que, en fait, c'était jamais, il n'y avait pas de possibilité de les uniformiser, donc radicalement, la Révolution a décidé de les rapporter à la circonférence terrestre, d'où l'origine du système métrique. Et là, on ne peut qu'être d'accord. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps de cela, un des projets scientifiques les plus élaborés dont notre monde soit capable, envoyer une sonde sur Mars, a échoué parce que, à un moment de la préparation de cette opération, qui est déléguée à de nombreuses entreprises, l'une avait fonctionné avec le système des pieds, des miles, etc., alors que toutes les autres fonctionnaient au système métrique. Et ça a produit une erreur infinitésimale qui a provoqué l'écrasement de la sonde. C'était il y a une dizaine d'années, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus quelle était la mission. C'est vous dire qu'on a intérêt dans ces choses-là. On a intérêt à se donner des référents communs. Eh bien, le référent commun, dans la plus grande partie de l'histoire humaine, ça a été le corps humain, appliqué à toute chose, par les pieds, les pouces, une main, une coudée, un pas, etc., etc. Bien. Du côté somatisation du monde. Alors, soma, ça veut dire le corps en grec, donc traduire le monde en termes corporels. Là, c'est une autre affaire. Hein. C'est moins évident au premier abord, mais le plus fondamentalement, dans la théorie de Leroy-Gourhan sur l'émergence de l'espèce humaine, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, je vous rappelle qu'il voit trois aspects dans ce processus, dont deux d'entre eux sont une extériorisation des fonctions du corps sous forme de systèmes techniques et symboliques. Donc certaines fonctions ont été extraites du corps et projetées dans le monde et développées par la même occasion, système technique, système symbolique. Et le troisième aspect, c'est la rétroaction de ces systèmes techniques et symboliques sur le corps lui-même, ce qui a transformé le corps animal en corps humain. Donc, je résume ça par trois mots. Vous avez anthropisation de l'environnement par la technique,
humanisation de l'environnement par le symbole et hominisation du corps animal par rétroaction des deux autres sur le corps. Bon, ça, évidemment, c'est le... puisque ce qu'on appelle l'environnement ou bien le monde, c'est évidemment l'extérieur qui va se rétrojeter sur l'intérieur qui est notre corps. Ça, c'est de la somatisation au sens le plus fort. Somatisation est souvent employée en médecine ou en paramédecine pour dire les effets de notre monde sur notre santé. Il y en a toutes sortes d'aspects, c'est toujours très controversé, parce que ça passe aussi par toute une psychologie nécessairement. Donc c'est difficile à mesurer, mais en tout cas on ne peut pas nier que le mode de vie, c'est-à-dire le fonctionnement de notre monde, a des effets sur notre santé. Donc ça c'est un aspect de la somatisation qui est toujours présent, mais plus généralement, alors ça c'est un aspect que j'ai développé justement d'un point de vue plus mésologique et du point de vue de la médiance et de la trajection entre les deux termes de ce couple dynamique, corps animal, corps médial. Le développement de notre corps médial passant notamment par le développement de nos systèmes techniques, et ceci connaissant un développement exponentiel, il dicte de plus en plus nos comportements. C'est-à-dire on peut de moins en moins se passer de nos techniques parce qu'elles se développent de plus en plus. Et d'ailleurs souvent au point même d'empiéter sur le symbolique pour viser à le remplacer. Ils ne peuvent pas le remplacer, mais viser à le remplacer, c'est-à-dire à le remplacer par de la mécanique. Et donc la mécanique de nos systèmes d'objets empiète sur notre vie. C'est ce que j'appelle, dans un livre qui portait principalement sur l'habitat, Histoire de l'habitat idéal, que j'appelle cyborgaison. Cyborgaison. Parce qu'on est transformé en cyborg par nos systèmes techniques, dans la mesure où on ne peut pas s'en passer. Vous savez que le cyborg, c'est en principe un être auquel on a ajouté de la technique à l'intérieur du corps pour développer certaines fonctions qui sont insuffisamment développées. Mais de manière plus générale, c'est aussi tous ces systèmes techniques qui structurent notre monde et dont nous n'avons pas conscience qu'ils retentissent sur notre être. Bon, les exemples les plus simples qu'on puisse en donner aujourd'hui, c'est de demander qui dans la salle pourrait se passer de son portable. Je dirais personne, sauf un ou deux excentriques, dont moi, qui ai perdu le mien. Et je ne suis pas mort, mais ça ne remonte qu'à 2 jours. Ouais, bon, ça c'est la cyborgaison ou la cyborgie de notre monde. Cyborgie, c'est encore plus joli. Donc je vous livre ce concept. Je n'insiste pas. Le système automobile aussi, bien entendu, tout ça. Bref, tous nos systèmes techniques qui nous dictent leur logique de système d'objets, alors que nous ne sommes pas des objets. Autre chapitre. Donc, je vous parlais jusqu'ici cosmisation du corps, somatisation du monde. Il y a, chez tout être vivant, et chez nous en particulier, être humain, il y a le fait que nous sommes des êtres vivants et qu'un mouvement général de la vie et de tous les êtres vivants, c'est de reproduire, étendre la vie et la reproduire et la transmettre. Alors là, ça touche déjà à ce dont nous parlerons tout à l'heure, avec l'érotique des lieux, mais là, c'est de manière plus générale. Hein, c'est la vie, la fertilité. Toutes les sociétés humaines ont été hantées par la vie, la possibilité de vivre, de survivre, de transmettre la vie par tous les moyens disponibles, et en particulier dans les sociétés agricoles. Ça a été la fertilité. Comment assurer la fertilité de la terre qui permet que nous vivions.
beaucoup de sociétés paysannes ont traduit ce souci par un lien direct, établissant un lien direct avec les organes reproducteurs du corps humain, dans les sociétés, dans beaucoup, alors je ne sais pas si c'est dans lesquelles l'ont fait, lesquelles ne l'ont pas fait, en tout cas chez les Grecs, dans les campagnes, vous trouviez des phallus partout, c'est lié à la fertilité, dans les campagnes japonaises également, donc ça c'est pour le côté masculin ou mâle, et puis bien entendu le côté féminin, peut-être plus anciennement encore, quand on parle des Vénus paléolithiques, comme la Vénus de Willendorf, ou bien en Gascogne, la Vénus de Brasempouille, et d'autres, qui sont des représentations, ce sont les premières représentations d'un corps humain, mais c'est un corps féminin. Et c'est un corps féminin où sont hypertrophiées les parties féminines, justement, et le ventre qui transmet la vie, enfin par où la vie naît, etc. Bon, donc là non plus je n'insiste pas, mais c'est un chapitre immense, la vie et la fertilité, mais plus généralement encore, donc le lien entre les cosmologies et ce qui touche à la vie, à la transmission de la vie, et puis au corps humain, qui va aboutir à, par exemple, à donner un genre aux choses. Ça n'est pas le cas de toutes les langues, et dans les langues qui donnent un genre aux choses, il y a parfois d'étranges contradictions. Par exemple, si vous passez le Rhin sur la rive gauche du Rhin, enfin si vous mettez le nord en haut, enfin dans le sens du fleuve. Dans le sens du fleuve, sur la rive gauche, le soleil est masculin et la lune est féminine. Et sur la rive droite, le soleil est féminin et la lune est masculine. Alors, allez me dire pourquoi, on ne sait pas. C'est comme ça. C'est comme ça, donc il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans. Il y a une longue histoire. Je n'ai pas cherché à quel moment a commencé cette division-là, puisque ce sont l'allemand et le français, deux langues indo-européennes. Ça a divergé à un moment, mais à quel moment, je ne sais pas. De manière plus générale, la Terre, elle est plutôt du genre féminin. Et alors son répondant masculin, c'est en général le ciel. Le ciel qui est souvent assimilé au genre masculin. J'ai lu quelque part, mais je n'ai pas creusé la question, que chez les anciens Égyptiens, Nout, la déesse, est une déesse et non pas un dieu. C'est la voûte céleste, qui dans ce cas-là serait du genre féminin. En tout cas, souvent la terre est associée à la maternité, on dit la terre-mère, Tierra Madre. Vous savez que, je ne sais pas si c'est en Bolivie, je l'ai écrit quelque part, même dans ce papier-là, c'est vous dire que la mémoire s'enfuit. Je l'ai écrit moi-même il y a quelques années. La Tierra Madre a acquis droit de cité légalement et constitutionnellement, je crois que c'est en Bolivie, la Pachamama, ça vous dit quelque chose, hein, à certains d'entre vous au moins. Donc, constitutionnellement, on doit respecter la Pachamama, qui est la Tierra Madre, c'est la terre-mère. La terre-mère. Et bon, si la terre est mère, c'est le ciel est père. Le ciel est père, parce que c'est lui qui féconde la terre, et j'ajouterai dans la position du missionnaire, en plus. Le ciel est au-dessus. Il féconde la terre par la pluie, par les éclairs. C'est ainsi que des territoires entiers en viennent à être organisés sexuellement.
Et j'ai étudié un peu la question dans le cas de la Chine. Le territoire de la Chine a un gradient vers l'ouest qui va vers la féminité et vers l'engendrement. C'est complexe, parce que dans le cas de ce que les Chinois ont appelé la xuanpi, c'est la femelle obscure. La femelle obscure. La femelle obscure, c'est la puissance d'engendrement de la nature, mais qui est très concrètement située, enfin c'est un rapport direct avec le relief, elle est du côté de l'amont de la vallée, parce que c'est de là que vient l'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie à toute l'agriculture en particulier, mais aussi plus généralement que l'agriculture. Il y a un chapitre du Lao Tzu qui dit je vous lis, le génie du Val, ou le génie de la vallée, le génie du Val ne meurt pas, on l'appelle la femelle obscure. La porte de la femelle obscure, on l'appelle la racine du ciel et de la terre. Comme fil un fil, elle dure, en user ne l'épuise. C'est la force d'engendrement inépuisable de la terre ou de la nature. Mais comme pin, ça veut dire, étymologiquement, c'est une vache. C'est vraiment la femelle. Et c'est pour ça qu'on traîne la femelle obscure. Vous avez là, bon, c'est très ancien, et inconsciemment ou subconsciemment, on va voir savoir si c'est inconscient ou subconscient, voire d'une conscience plus profonde, ce que Gustave Courbet a représenté dans ce tableau célèbre, surnommé l'origine du monde, et qui représente une vulve. Et on dit que ce n'est pas Courbet qui l'a appelé l'origine du monde. Mais en tout cas, l'idée est très générale, parce que, effectivement, l'origine de la vie, eh bien, c'est ça, pour notre espèce, mais c'est à travers notre espèce qu'on voit le reste des choses. C'est justement une cosmisation du corps humain. Mais c'est la même idée, c'est la femelle obscure, mais c'est dans un autre contexte. De manière plus générale, Xianping, donc ça c'est à l'amont, et c'est assimilé également au Tao, parce que le Tao c'est aussi c'est l'origine de tout être. Et le Tao, il est obscur. C'est son trait le plus cernable de tous, c'est qu'il est obscur. Chien. Et les discours sur l'obscur, qui avaient un grand retentissement, qui était très à la mode dans les premiers siècles de notre ère chrétienne, c'était des discours sur l'obscur, la science de l'obscur. C'était de tendance taoïste, comme vous voyez. Mais de manière plus générale, au-delà du taoïsme, il y a dans des mythologies qui remontent encore plus loin que la constitution de la pensée taoïste comme telle, il y a à l'ouest, alors vers l'ouest, et puis vers l'est, le territoire de la Chine, qui est immense, hein, c'est un territoire continent quasiment. Vers l'ouest, c'est les déserts de l'ouest, qui sont arides, mais également vers l'ouest, c'est là qu'il y a les hautes montagnes, des montagnes de plus en plus hautes à mesure qu'on va vers l'ouest, qui sont dans l'Antiquité chinoise appelées le Kunlun. Le Kunlun qui a un rapport étymologique avec le Konlong. Kunlun,
avec l'idée de chaos. C'est le chaos originel, qui est le Huntwen. Le Huntwen est l'auteur de Alice au pays des merveilles, qui était très savant, Lewis Carroll, quand il a écrit Alice au pays des merveilles, plus exactement, de l'autre côté du miroir, quand il parle de l'œuf Humpty Dumpty qui était sur une branche et puis qui finit par se casser, Humpty Dumpty, ça vient de Huntwen. Hein. Parce que dans une légende reprise par le taoïsme, c'est l'œuf originel. L'œuf originel, à un moment, les rois du Nord, de la mer du Nord et le roi de la mer du Sud, pour l'humaniser, en fait pour passer du chaos au cosmos, il faut mettre de l'ordre dans le chaos originel et pour en faire un monde humain. Donc, pour ce faire, ils lui ont percé les 7 trous de la tête humaine. Hein, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils lui ont percé les 7 trous de la tête. Alors du coup, l'œuf s'est cassé. Et le pauvre Huntwen, il s'est cassé. Mais ça veut dire qu'on est passé du chaos au cosmos. Donc, ça, c'est vers l'origine des choses, le chaos originel. Et effectivement, le Kunlun, c'est les montagnes de l'Ouest, qui par la suite ont été restreintes à ce qu'on appelle aujourd'hui, spécialement le Kunlun, c'est-à-dire la bordure nord du Tibet. Ensuite, vous avez le bassin du Tarim, où il y a le désert du Taklamakan. Au nord, vous avez le Tian Shan, c'est les montagnes du ciel, qui sont alors, aussi bien le Tian Shan que le Kunlun, sont des chaînes de montagnes énormes, qui dépasse les 7500. Mais plus elle est vers l'ouest et plus ça monte, jusqu'à atteindre dans ce que les Chinois appellent le Kunlun noir, alors en prenant noir aux langues turques, c'est Kara, qui veut dire noir en turc, et Karakorum, ce qu'on appelle le Karakorum, qui a le 2e sommet de la planète, vous savez. Hein, c'est ce que les alpinistes appellent le K2. Et en tibétain, c'est le Dapsang. Et les Anglais l'avaient appelé le Godwin Austen. Bon, il fait 8600 et quelques. C'est-à-dire quasiment aussi haut que l'Everest, qui est sur une autre chaîne, plus au sud. Hein. Au sud du Tibet, c'est l'Himalaya. Mais à l'ouest du Tibet, c'est le Karakorum. Et les Chinois l'appellent le Kunlun noir, Kala Kunlun. Et c'est transcription phonétique du turc, Kala, Kala. Bien. Et tout ça, c'est à l'ouest. Et figurez-vous que dans la cosmologie chinoise, le qi, le souffle vital, prend son origine au Kunlun. Et à partir de là, il va vers l'est. Il coule, il s'écoule par les crêtes de montagne, les veines de la terre, indéfiniment, et traverse tout le territoire. Donc, c'est aussi le Karakorum, d'où est issu, alors, du Kunlun est issu le qi, à la fois souffle vital et souffle cosmique, qui va ressurgir. Et où va-t-il ressurgir? Eh bien, dans des endroits propices. Et ces endroits propices, ce sont ceux où il convient d'établir la demeure humaine. Vous construisez une maison, vous avez intérêt à la mettre sur un trou d'où sort le qi. Et ce trou, on l'appelle trou, on l'appelle tue. Et donc, si vous mettez votre maison sur le trou, elle sera
traversé par le souffle cosmique qui va transmettre la vie et qui va, puisque tout ça est éco-techno-symbolique, ça va en particulier faire prospérer votre descendance. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour votre descendance. Et ça passe par l'embrayage des morts. Donc vous avez intérêt aussi à mettre les tombes des ancêtres à un endroit où il y a du chi. Hein, ça assure le passage des morts aux vifs et à ceux à venir. Bien, par où rejoindre l'érotique? Eh bien, les représentations que l'on donne de cette cytologie chinoise qu'on appelle le feng shui. Vous avez certainement entendu parler, c'est la cytologie chinoise. Donc vous mettez la maison sur le trou d'où sort le qi, le souffle cosmique, mais tout cela est dans un site, et le site, mais il a, dans la plupart des représentations, c'est représenté comme une vulve. C'est exactement comme le tableau de Courbet. J'ai écrit aussi la description exacte. C'est un article, une conférence que j'avais faite à l'occasion d'un colloque sur territoire et genre. Territoire et genre. Donc, le site idéal. Donc, vous avez intérêt à observer les règles du feng shui. L'idéal est de savoir situer sa maison en plein sur le trou, xue, d'où sort de terre le qi, souffle vital. Les manuels de feng shui représentent classiquement un tel site comme une vulve, avec son clitoris, qu'on appelle le mont principal. Donc il ne l'appelle pas clitoris, il l'appelle montagne principale. Mais sur le dessin, c'est ça. Qu'on appelle Zhuxian, mont principal. Ses petites lèvres, alors à l'est, est appelé le dragon bleu-vert intérieur. À l'ouest, c'est le dragon bleu-vert extérieur. Ses grandes lèvres, qui sont appelées le dragon bleu-vert extérieur, et le dragon bleu-vert... ah oui, non, c'est le tigre blanc extérieur et le dragon bleu-vert extérieur. Vous voyez, d'ailleurs, vous en avez peut-être rencontré sur l'image, c'est ça que les étudiants n'oublient pas. Mais après ça, ils sont obligés d'apprendre le chinois pour mieux comprendre. Là, c'est une autre affaire. Bien, je vais m'arrêter puisque j'ai passé ma demi-heure. Je terminais sur l'idée la plus générale. Ce que nous appelons nature. La nature, vous savez que l'origine du terme nature, c'est le participe futur du verbe naskor qui veut dire naître. La nature, c'est ce qui est à naître. La devant naître, c'est féminin. La devant naître, celle qui est à naître. Et le slogan que je donne à la mésologie à propos de... Enfin, oui, c'est un slogan. C'est natura... D'ailleurs, je crois en avoir déjà parlé dans ce séminaire. C'est du latin. Pour faire plus sérieux, c'est natura, natura semper. Semper qui veut dire toujours, la nature sera toujours à naître. C'est une formule qui peut se représenter par une image aussi. Et pour revenir à cette fameuse image de Courbet, où vous voyez une vulve féminine, vous ne voyez pas le visage de cette femme, vous en voyez simplement la vulve. Le visage est hors de vue. On ne voit que là par où la vie sort, mais pas par où l'être humain parle. Mais en réalité, l'être humain parle parce qu'il est soutenu par la vie, sinon il ne vivrait pas, il ne parlerait pas. Donc vous avez un flux
ou une boucle interminablement recommencée, des lèvres qui ne parlent pas aux lèvres qui parlent et qui vont parler, transmettre la vie, etc. Donc c'est ça l'idée de natura semper. Donc je m'arrête au seuil de l'érotique et je laisse la parole aux spécialistes. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Et vraiment, je voulais remercier et la Fondation et vraiment plus particulièrement Vanina Bernard-Léon de cette invitation. C'est vrai que ça a été pour moi quand même l'occasion de découvrir les travaux d'Augustin Berg, que je ne connaissais pas. Et donc vraiment, j'ai lu quelques ouvrages pour me familiariser un peu avec l'esprit du lieu où j'allais intervenir. Et vraiment, j'ai trouvé ça m'a vraiment beaucoup apporté parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une pensée originale et surtout qui prenait en compte la complexité de l'expérience humaine et de la réalité humaine, ce qu'on a souvent tendance un peu à mettre de côté avec des choses assez manichéennes en général. Et c'est ce que je disais là lors du déjeuner, c'est que vraiment au niveau de ma pratique, ça m'a aussi donné l'occasion vraiment de prendre conscience de la place qu'occupe le rapport au lieu, pour la plupart des patients, je dois dire. Hein. Et alors évidemment, jusque-là, ce rapport au lieu, il est évidemment travaillé, mais je ne l'avais jamais isolé en tant que tel. Et vraiment, du coup, ça m'a vraiment apporté une façon vraiment d'isoler ça et de nous... Ça nourrit ma réflexion. Et du coup, ça m'a fait vraiment penser à quel point la rencontre des différentes disciplines était vraiment toujours très, très importante et que ça nous faisait quand même toujours avoir un gain au niveau du savoir. Alors, la psychanalyse, c'est vrai, depuis son invention par Freud, elle s'est beaucoup nourrie justement des apports des autres domaines. Et Lacan, d'ailleurs, a poursuivi dans ce sens. Il a beaucoup utilisé tout ce qui est linguistique, philosophie. Il s'est beaucoup intéressé aussi à l'écriture chinoise vers la fin de son enseignement. Et je trouvais que vraiment dialoguer avec les autres champs du savoir était, en ce moment, non seulement enrichissant, mais vraiment nécessaire. Et vraiment selon différentes perspectives qui ne s'excluent pas. Parce que je trouve que chaque perspective a sa propre pertinence. Et alors, je trouvais que ce dialogue, il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui où l'alliance, vraiment ça c'est les deux, l'alliance vraiment de la science et du capitalisme, qui sont quand même les deux discours dominants de notre modernité, ils ont quand même beaucoup ébranlé. Hein, ce qu'on peut appeler, comment on va appeler ça, les discours qui étaient régis par la tradition. C'est vrai que nous, on est encore un petit peu à l'abri, mais quand même, ça commence quand même. Donc, c'est particulièrement vrai dans les sociétés démocratiques occidentales, et on sent vraiment les effets déstructurants de cette alliance. Et je les trouve de plus en plus patents, surtout au niveau du lien social. Hein, c'est vrai que je trouve que ça a un effet de déliaison, mais aussi, ça c'est encore plus évident dans le rapport de l'être humain à ce qui l'entoure. Bon, alors évidemment, il ne s'agit pas d'avoir une vision idéalisée du passé. Il n'y a jamais eu vraiment de bons vieux temps et le meilleur et le pire ont toujours cohabité chez l'être humain. Alors je trouvais que c'était plutôt, il s'agissait un peu d'inventer ce qu'on commence à voir dans différentes expériences, des nouvelles modalités de vivre ensemble, mais qui sont bien obligées de prendre en compte l'époque. Hein, c'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière, comme on disait. Donc un peu, il y a une nécessité d'invention en ce moment, ce qui suppose effectivement de considérer quand même les particularités des territoires. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais un petit peu préciser, parce que je ne savais pas trop le public, un peu préciser ce qu'est le discours psychanalytique.
vraiment pour préciser que c'est pas une vision ni une conception du monde. Hein. Vraiment, la psychanalyse, c'est d'abord une pratique. Hein. C'est vraiment une pratique donc, qui s'adresse à des sujets qui sont en proie à un malaise, un mal-être, une souffrance. Et vraiment, la psychanalyse est ainsi le lieu qui accueille ce qui ne va pas, ce qui cloche, ce qui fait symptôme. Et la psychanalyse a aussi cette idée quand même qu'il ne faudrait pas croire que c'est l'apanage de certains sujets. Hein. Pour l'être humain, d'une certaine façon, il y a toujours nécessairement quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors la plupart d'entre nous, on arrive à s'en débrouiller. Et bien, pour les autres, il y a besoin d'un recours extérieur. On voit bien aujourd'hui, par exemple, le recours très important aux médicaments. Hein. Bon, et bien, il y en a qui s'adressent à la psychanalyse pour essayer de tirer au clair ce qui les fait souffrir et trouver, alors non pas la guérison, mais en tout cas un aménagement de vie plus serein, hein, plus tranquille. Alors, si le quelque chose qui cloche est inhérent un peu à la réalité humaine, alors les formes qu'il peut prendre, évidemment, varient en fonction de l'époque. Hein. C'est vrai que ça ne peut pas être pareil selon les époques et les changements d'époque. Ce qui fait que, issu de la clinique, le corpus théorique de la psychanalyse, il se remanie constamment, parce qu'on est obligé de prendre en compte ces caractéristiques de l'époque, hein, pour quand même arriver à attraper les effets que ça a sur les sujets, et du coup, pour ajuster sans cesse la pratique. Hein, c'est sûr qu'à l'époque où Freud a inventé la psychanalyse, le milieu bourgeois de Vienne, c'est plus du tout quand même ce qu'on vit actuellement. Hein, quand même, l'invention de la psychanalyse est datée. Hein, d'ailleurs, oui, on peut le dire comme ça, elle est née dans un certain lieu, Vienne, avec le milieu bourgeois de l'époque, un peu à l'époque vraiment d'un interdit. Ça n'est plus du tout comme aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'effectivement, la pratique ne peut pas être la même. Hein. Et il y a comme ça un constant aller-retour entre clinique et théorisation, et avec des conséquences au niveau pratique. Hein. Donc, c'est vrai que l'époque freudienne, elle se caractérisait beaucoup par une société qui était régie par l'interdit. La famille était encore soumise au modèle traditionnel de la primauté de la figure paternelle. Bon, je pense que ça, tout le monde connaît la théorisation de l'Œdipe. Hein. C'est vrai que ça a été très vulgarisé. Et en fait, on se rend compte de nos jours que ça n'est plus vraiment un modèle opératoire. Hein. Justement parce que l'époque actuelle, on a quand même affaire avec cette chute, hein, de la figure paternelle et même de toute figure d'autorité. Hein. On voit la crise dans les lycées, les collèges, un peu partout. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une caractéristique qui est la chute de ce modèle de la figure d'autorité. Et l'époque, elle se caractérise beaucoup plus, ça aussi vous pouvez en avoir une expérience vraiment tous les jours. L'accent est vraiment mis sur l'objet à consommer. Hein, c'est un peu ce que vous disiez par rapport au téléphone portable, mais on est comme ça, branché sur un tas d'objets. Alors, l'accent mis sur l'objet à consommer plutôt que ce qui faisait avant le lien, qui était quand même des codes partagés, des idéaux communs, ça a quand même un effet sur, il y a du coup toujours un toujours plus vite. Hein, il y a une accélération comme ça, qui fait qu'on est plutôt de l'ordre d'un sans limite. Hein. C'est vrai qu'on voit bien combien l'interdit ne fonctionne plus. Hein. Là, on est dans un sans limite, et ce qu'on cherche plutôt à faire, on le voit avec les différentes lois, c'est plutôt trouver des mécanismes de régulation, mais qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'interdit. Hein. Je trouve que là, actuellement, c'est plutôt, ce qui se repère, c'est plutôt comment réguler cet emballement, on va dire. Hein. Donc ça, c'est un peu les réflexions, hein, de la psychanalyse, on va dire, un peu sur les enjeux de société. Bon, après, dans sa pratique, effectivement, la psychanalyse, elle accueille la singularité. Et même, elle vise à réconcilier le sujet avec sa singularité, c'est-à-dire ce qui lui est en propre. Donc,
pour ce qui va suivre, ça va être vraiment ça qui va être ma perspective. Voilà. Donc, pour parler du lieu, je vais commencer d'emblée par une constatation qui peut surprendre. Je dirais que pour la psychanalyse, l'être humain est fondamentalement un exilé. En effet, l'être humain est d'abord un être de langage, langage comme système symbolique, et c'est vraiment par le discours que se saisit l'expérience humaine. Donc, contrairement à l'animal qui fait corps, on va le dire un peu rapidement, comme ça, avec son environnement, l'être humain, d'une certaine manière, il n'a pas de rapport direct avec l'environnement. Hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a affaire à des représentations. Donc, une conséquence, on est que l'espace n'est pas un donné. Il n'équivaut pas pour l'être humain au monde sensible concret. Il a à se construire. Hein. Il se construit entre autres, hein, ça, il y a quand même plus de paramètres que ça, mais entre autres à partir d'oppositions binaires, par exemple ici, là-bas. Hein, ce sont des oppositions qui sont donc structures de langage. Et ça, on le voit vraiment très fortement dans le développement de l'enfant. Hein. On voit petit à petit comment l'espace se construit. Et on le repère tout à fait à l'inverse, effectivement, pour les enfants psychotiques. Bon, moi, j'ai aussi une clinique institutionnelle avec des enfants tout petits. Et vraiment, les enfants psychotiques qui ont vraiment ce problème de symbolisation, ils ont vraiment un rapport à l'espace où ils n'arrivent pas du tout à se repérer. Hein. Donc, on sent combien ce n'est pas un donné, mais c'est une construction. Donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de paradoxe lié à la condition humaine, c'est qu'à la fois avec le langage et les systèmes symboliques, il y a vraiment un éventail de possibles qui s'est ouvert. Ça étend comme ça son champ d'action, on le voit. Et en même temps, apparaît cette béance fondamentale entre l'être humain et ce qui l'entoure. Donc, entre lui et ce qui l'entoure, ça peut être les semblables, ça peut être les lieux qu'il habite. Il y a tout le champ de la vie fantasmatique, le monde de mots, de représentations, d'images. Mais l'exil, je dirais qu'il se situe plus encore à l'intérieur de l'être humain lui-même. Donc toujours d'être un être de langage, de n'être que représenté. Aucune représentation, aucun signifiant ne peut venir dire totalement ce qu'on est. Hein, c'est-à-dire, et ça dans le travail analytique, dans les cures des patients, on l'entend, c'est-à-dire les patients peuvent tout à fait égrener un tas de représentations qui ont pu le marquer, que ça a pu être donné par les parents, les proches, les instituteurs, etc. Et en même temps, ça n'arrive jamais à dire, d'ailleurs heureusement en même temps, ce qu'on est vraiment. Hein. Donc reste tout le temps cette question du qui suis-je. Hein, celle-là, effectivement, le langage est à la fois un outil formidable, mais en même temps, il est insuffisant. Donc ça ne vient jamais dire ce que je suis complètement. Donc, et c'est ce manque à être, comme nous on appelle dans notre jargon, hein, c'est-à-dire il nous manque le mot qui viendrait nous dire complètement, qui nous divise, hein, et nous rend exilés à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et précisément, dans cette perspective, une société, ça donne vraiment à ses membres une place, hein, qui permet quand même un certain confort. Ça va permettre effectivement d'assigner une certaine identité au sein d'une communauté, ça donne une certaine place qui vient en partie colmater, pour utiliser toujours ce mot, ce manque à être, hein, ce qui nous manque comme nomination de ce qu'on est. Et donc c'est vrai que ça permet de donner une certaine assise à un sujet. Et comme on le disait aussi à table, il y a aussi l'envers de cette place qui est assignée par une communauté. C'est-à-dire que ça peut être particulièrement entravant, ça peut venir un peu nous écraser, nous étouffer, on se sent vraiment... Donc voilà, il y a toujours cette tension, hein, à la fois ça donne une assise, à la fois par moments ça peut venir un peu nous enfermer. Hein. Donc qui dit communauté dit aussi territoire particulier, lieu
comme point d'ancrage de cette communauté. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une dialectique qui était quand même complexe entre le lien qui unit les membres d'un groupe, le lieu comme spécificité de ce groupe et le lien à ce lieu. Donc vraiment, c'est une circulation. Hein. Et à l'intérieur de cette dialectique, va se décliner aussi la diversité liée à la façon dont chaque sujet va vivre ce lien à ce lieu. Bon, on connaît tous des étudiants qui voulaient partir, enfin qui sont partis faire des études sur le continent et qui ont dû rentrer parce qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité de rester loin de leur île. Hein. D'autres n'envisagent même pas de partir. Et à l'inverse, on peut avoir des personnes qui ressentent vraiment une nécessité de partir, de sortir de leur territoire, voire de rompre les liens avec ce qui est ressenti vraiment comme trop étouffant. Et puis il y en a d'autres qui vont trouver des solutions alliant des va-et-vient entre les deux espaces. Donc on a toutes sortes de bricolage par rapport à ça. Donc pour l'être humain, le lieu n'est donc pas purement et simplement un endroit géographique. Et cette dialectique, là, cette tension, on peut la retrouver même dans des lieux situés sur un même territoire. Et là, donc, j'avais pensé à une patiente. Et pour elle, évidemment, ça se jouait entre son village et la ville. Hein. Donc au départ, pour elle, on pourrait le dire comme ça, hein, c'était n'être bien ni dans un endroit, ni au village, ni dans l'autre, ni dans la ville. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Le vendredi soir, elle était saisie donc d'une nécessité de rentrer dans son village. Donc, si on l'invitait à faire autre chose, par exemple le samedi, elle éprouvait une angoisse, donc elle refusait le plus souvent. Si elle acceptait, elle était obligée d'annuler au dernier moment. Donc, quand elle arrivait dans son village, d'abord apaisement, elle se sentait contente, apaisée, puis commençait à s'insinuer le doute, le regret. Et à la fin, elle commençait à se sentir oppressée, étouffée, et la nécessité de retrouver la ville s'imposait. Et dans un premier temps, ça la soulageait. Et c'était, alors, déjà les week-ends, c'était déjà comme ça, mais alors quand c'était les vacances, c'était terrible. Hein. Et cette difficulté se traduisait aussi du coup par une impossibilité à pouvoir réaliser des projets qu'elle avait envie de faire, hein, de mettre en œuvre, mais ni au village, ni dans son appartement en ville, elle n'arrivait à mener à bout les projets qu'elle avait. Donc du côté du village, pour cette patiente, ça recouvrait vraiment le lien à la famille. Hein. C'était une famille très unie, très solidaire. Après, il y avait aussi le lieu village se déclinait en lieu plus restreint, hein, relié vraiment à des souvenirs. Ça évoquait des paysages, des odeurs, des sons, des moments partagés, enfin bref. Hein. Et au fur et à mesure du travail, c'est aussi le lieu village, il s'est vraiment avéré constitué pour elle, comment dirais-je, le lieu, elle avait vraiment besoin d'un appui sur un lien familial. Hein. Vraiment, c'était une sorte, ça s'est découvert au fil du temps, mais vraiment c'était un appui pour elle. Hein. Seule, c'était compliqué, il lui fallait toujours un appui. Par contre, côté ville, le lieu ville, on pourrait dire, il était plutôt synonyme d'espace qu'on pourrait qualifier de plus individuel. C'était le lieu où elle travaillait, elle voyait ses amis. Et là, on voit bien que la référence était beaucoup plus l'individu dans son lien avec d'autres, extérieur au groupe famille. Et au fil du travail, c'est vrai qu'il y a un rapport plus apaisé hein, qui s'est établi entre ces deux lieux, une circulation quand même plus aisée entre l'un et l'autre. Hein. Mais vraiment, il a fallu en passer évidemment à démêler. Il y avait, comme je dis, les chevaux embrouillés entre les liens familiaux, les idéaux, un tas de sentiments d'obligation. Il y avait vraiment beaucoup d'angoisse et de culpabilité. Hein. Donc ça nécessitait vraiment de travailler tout ça. Et l'effet, effectivement, ça a été qu'à un moment, c'était quand même un peu plus facile d'aller de l'un à l'autre. Donc cette petite vignette clinique nous conduit donc à ce lieu qui est quand même l'indice de notre exil en tant que sujet parlant,
ce lieu qui spécifie la psychanalyse, à savoir l'inconscient. Donc pour la psychanalyse, c'est vrai que c'est vraiment en partie à partir de cet autre lieu qu'est l'inconscient que peuvent se saisir les différents lieux qu'investit un sujet. Alors c'est sûr qu'il faut quand même saisir un peu le scandale que ça représentait l'inconscient freudien. Hein. Parce qu'effectivement, inconscient, ça existait déjà. On n'a pas attendu Freud pour savoir qu'il y avait des choses inconscientes. Mais ce que Freud a amené, d'une certaine manière, c'est vraiment de dire ces choses qui surgissent d'on ne sait où, d'un autre lieu, justement, eh bien, ce n'est pas une erreur, ça veut dire quelque chose, et ça dit bien plus que ce que le sujet rationnel, le sujet pensant, énonce. Hein. Donc, en quelque sorte, le sujet de la conscience n'est donc plus maître chez lui. Donc, c'est à ceux qui ratent au regard de la conscience, et on pourrait même dire de la norme, hein, que Freud a donné un statut tout à fait nouveau. Donc, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute, c'est quelque chose qui cherche un chemin pour se dire ou se montrer tout en se déguisant. Hein. Ainsi, tout ce qu'on a appelé les formations de l'inconscient, le rêve, le lapsus, l'acte manqué, voire le symptôme, relève de cette facette de l'inconscient qui se prête volontiers à la recherche de sens, un sens autre que celui qui se comprend au premier abord. Lacan a pu reprendre ça en disant que l'inconscient était structuré comme un langage. Donc c'est également dans ce registre que peut s'inscrire tout ce qui relève de l'invention langagière, hein, grâce à ce sujet de l'inconscient qui peut jouer de la langue. C'est vrai que c'est le domaine où il peut surgir la surprise, et ça avec les patients c'est toujours un moment assez extraordinaire, c'est-à-dire quand une personne s'entend dire, dans ce qu'elle vient d'énoncer, quelque chose qui est inédit, nouveau. Hein, et c'est à la fois inédit, elle l'entend tout d'un coup de cette façon, et en même temps, c'est vraiment en rapport avec ce qui la constitue. Hein. Donc, il y a toujours une surprise qui est accompagnée d'émotions. Hein. Donc, là, je viens de parler d'émotions, et c'est vrai qu'il y a une autre facette de l'inconscient. Là, voilà, il y a le sens nouveau qui émerge, enfin, qu'on entend plutôt. Donc, ce que je viens de dire, c'est la facette qui se ramène plus au sens, mais il y a l'autre facette de l'inconscient qui touche, qui affecte le corps. Hein. Et on voit bien qu'elles sont articulées. Hein. Si le patient est ému, c'est bien parce que ça a aussi touché quelque chose de corporel. Hein. Ce n'est pas simplement parce que tout d'un coup, il s'est entendu dire autre chose. Hein. Donc l'inconscient joue avec les mots, mais pas sans qu'il soit chargé de ce que nous on appelle libido, mais je pense que c'est à peu près passé dans le langage courant, c'est-à-dire tout ce panel de sentiments, d'affects, d'émotions, qui peut aller du plaisir à la souffrance, en passant par l'amour, la haine, l'envie, etc. Hein. Car quand même, ce que reçoit l'enfant, ce n'est pas une structure désincarnée. Hein. C'est vrai qu'on dit langage, mais c'est quand même des êtres parlants auxquels il a affaire, l'enfant. Hein. Donc eux aussi, ils ont affaire à leurs manques, leurs désirs, leurs éprouvés. Et ce qui se passe pour l'enfant, d'une certaine façon, c'est que les objets les plus proches, ces objets primordiaux, comme on dit, hein, ceux qui sont le plus investis, c'est-à-dire où les parents, les substituts, enfin ceux qui s'en occupent, hein, vont devenir des objets inaccessibles d'un point de vue libidinal, c'est-à-dire que l'enfant va devoir s'en détacher. Détachement plus ou moins réussi et à mon avis jamais complètement accompli. Hein. On peut avoir comme ça des patients qui peuvent encore parler des personnages, comment on va dire, primordiaux. Hein. Le lien à la famille, quand même, ça ne se défait pas. Ça se travaille, ça s'apaise, mais bon. Donc, je précise juste que la notion d'objet en psychanalyse, hein, vraiment, ça n'a rien à voir avec l'objet au sens objectif scientifique. Hein. Pour nous, vraiment, l'objet, c'est vraiment l'objet investi, celui pour lequel on a un attachement. Hein. Donc, et qu'est-ce qu'on entend effectivement dans les cures, sinon combien ces personnages, et je dis personnages quand même pour les distinguer des personnes réelles, hein, il y a toujours un écart
comme on disait tout à l'heure, entre la personne réelle qui est papa, maman, et puis celui qu'on a dans la tête, la représentation qu'on en a. Faut quand même un petit peu, il y a quand même toujours un écart. Et donc ils sont encore très présents dans la vie psychique. Ou bien encore combien les relations, par exemple, avec les partenaires amoureux, se trouvent infiltrées par le mode relationnel, j'insiste, c'est pas tant qu'on va retrouver, on fait comme avec mon père ou ma mère ou ceci, c'est plutôt le mode relationnel qui a présidé à ces premières relations où on va trouver des choses qui vont y ressembler. Donc d'un côté, on va retrouver dans le partenaire des traits de ces premières relations, et alors évidemment de l'autre, ce ne sera jamais tout à fait ça, puisque pour l'être parlant, l'objet est toujours l'objet perdu. Il y a vraiment une perte du fait du langage, du fait d'autres choses, enfin voilà. Et précisément, c'est parce que c'est perdu qu'il y a quelque chose de perdu que va s'originer ce qui fait le désir de l'humain. C'est-à-dire c'est toujours un mouvement, on est tout le temps à rechercher à l'extérieur ce qui pourrait nous combler, enfin au moins nous satisfaire. Donc vraiment, c'est bien parce qu'il y a une perte qu'il y a du coup ce côté on tend vers. Alors là, je pensais à un patient qui était très, très attaché à son village. Et c'était vraiment un patient qui avait des difficultés dans ses relations amoureuses. Et donc, il avait besoin d'être assuré sans cesse que sa partenaire resterait avec lui, qu'elle ne le quitterait pas. Donc, dès que quelque chose, ça pouvait être n'importe quel signe, même un signe tout à fait anodin, pouvait venir faire signe d'un désintérêt, donc pour lui, ça équivalait, ça y est, elle va m'abandonner, il y avait de l'angoisse terrible qui surgissait. Donc, et du coup, dans ce moment vraiment où il avait l'impression que ça y était, il allait être abandonné, le village, alors que vraiment il s'y sentait très bien, très investi, etc., ça devenait un désert. Donc il n'y trouvait plus aucune saveur, envisageant même quand même de déménager dans l'illusion que changer de lieu serait équivalent à se sentir mieux. Bon, ça, on connaît tous la phrase du poète, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais là, c'était vraiment avec quelque chose vraiment d'une détresse. Donc, pour ce patient, au fil des entretiens, s'est dégagée la forte relation qui l'unissait enfant à sa mère. Et il avait cette formule avec elle, j'avais tout, disait-il, à entendre. Alors, ce n'était pas du tout qu'il voulait dire qu'elle cédait à tous ses caprices, ce n'était pas ça du tout. C'était vraiment qu'elle et lui formaient un monde qui se suffisait à lui-même. Quand il disait « j'avais tout », j'avais besoin de rien d'autre. Et ils faisaient un tas de choses effectivement ensemble, voilà. Et donc, c'est bien ce qu'il recherchait sans cesse, donc avec ses partenaires, et qui évidemment était impossible à retrouver de cette manière-là. Donc, quand ça fonctionnait à peu près, qu'il pouvait se dire que ça fonctionnait, du coup, tout était animé. Là, on voit bien le désir, tout est animé, il y a de la libido qui circule. Et par contre, dès que le doute s'installait, les lieux devenaient ternes, inertes, quasiment inhabitables. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure qu'a pu être travaillée cette relation de grande dépendance qui le liait aux figures féminines et qu'il a pu trouver un peu ce chemin de son propre désir avec moins de dépendance, du coup que son lien à son village a pu se trouver un peu libéré des vicissitudes de son lien amoureux, parce que du coup c'était vraiment, ça allait de pair, et là ça s'est différencié. Alors, l'autre scène, formule de Freud pour désigner l'inconscient, elle vient ainsi hanter le présent et les lieux que l'on habite. Et dans les rêves, c'est vrai que ça peut revenir vraiment de façon répétitive, certains lieux marquants de notre existence. Et j'ai reçu pendant quelques années une patiente qui rêvait vraiment régulièrement de lieux, d'espaces, d'habitations. Ses rêves, c'était essentiellement ça. Il y avait vraiment tout le temps des... Et ce qui se déroulait dans le rêve
vraiment, moi, ça m'évoquait souvent, c'était comme une chorégraphie qui mettait en jeu un corps qui se déplaçait dans un lieu. Alors, on voyait bien, elle le découvrait, dans certaines zones, elle les investissait, d'autres, elle les rejetait. Et assez souvent, on a pu repérer qu'il y avait dans ses rêves vraiment des éléments qui renvoyaient à la maison des arrière-grands-parents. Alors, ces arrière-grands-parents, elle ne les avait pas connus. Elle avait quelques souvenirs de la maison parce qu'elle y allait enfant, mais surtout, en fait, cette maison, elle était très présente dans le discours familial. Hein, c'est-à-dire que c'était vraiment une source de sentiments très forts parce que ça concentrait des conflits familiaux dans la fratrie, enfin des générations hein, au-dessus d'elle. Et du coup, c'était vraiment un bouillon de rivalité, de jalousie, etc. Donc vraiment, ce qui s'était inscrit en elle, c'était vraiment des choses, des traces douloureuses de ça. Hein, vraiment, c'était pas tant la maison elle-même, mais tout ce qui se disait autour hein, de ces, je dirais presque passions. Hein. Et c'est grâce, en partie, hein, toujours, en partie grâce à cette maison saisie dans ses rêves, après avec les associations qu'elle pouvait faire avec les différents personnages, qu'a pu se démêler progressivement vraiment l'imbroglio dans lequel elle était prise. Hein. Là, on voit bien vraiment, comment on va dire, c'est la maison, c'est le lieu, mais c'est vraiment tissé de toutes ces relations et de tous les émotions et les affects qui vont avec. Donc l'inconscient est ainsi ce lieu composé de traces qui circulent donc de génération en génération, pas sans malentendu, et qui se déposent vraiment avec leur charge affective. C'est un lieu qui en tant que tel reste inconnu, inaccessible, hein, mais ça reste agissant dans les effets, dans notre vie et notre existence, et qu'on peut attraper comme ça par des petits bouts qui surgissent dans les rêves, dans les associations des patients. Hein. Alors, pour aller plus loin dans cette considération du lieu comme investi, je pensais à cette expression, on dit souvent jouir du paysage. Voilà. Donc ça, évidemment, ce n'est pas un pur esprit qui peut dire ça, parce qu'effectivement, c'est par le corps hein, que la jouissance s'éprouve. Et donc, on a souvent fait le reproche à la psychanalyse de se désintéresser du corps au profit du langage. Or, Freud a parlé quand même de sexualité infantile, ce qui avait fait scandale à l'époque. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que sexualité, pour Freud, c'est loin d'être une question de sexe uniquement. Hein. Et c'est pour ça que le livre que vous m'avez indiqué, Terra Erotica de Luc Bureau, vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire parce que c'est tout à fait ça qu'il montre. Parce que c'est vraiment, la sexualité au sens de Freud, c'est ça, c'est vraiment une question d'érotisme, voire d'auto-érotisme. Hein. C'est-à-dire, on peut prendre par exemple l'exemple de la zone érogène orale, hein, tout ce qui a à voir avec la bouche. Donc évidemment que c'est une satisfaction liée à la zone orale qui prend appui sur la première zone d'échange avec la mère. Hein. C'est sûr que ça a à voir avec la satisfaction des besoins. Le côté érogène prend appui là-dessus, puisqu'il y a à la fois la nourriture, mais il y a du coup ce lien avec la mère ou le substitut, peu importe. Et ensuite, ça prend son indépendance. Hein, jusqu'à devenir ce qu'on appelle quand même le plaisir de bouche. Quand on dit plaisir de bouche, c'est que peu importe l'objet qui va venir satisfaire ça, ça peut être la nourriture, ça peut être la sucette, ça peut être la tétine, ça peut être la cigarette, ça peut être la nourriture, mais ce qui se satisfait, c'est la zone. Et à la limite, l'objet après devient quasiment interchangeable. Hein. C'est que du coup, c'est la zone elle-même qui devient source de satisfaction. Hein. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment l'idée que quand Freud et la psychanalyse en général parlent de sexualité, c'est
pas que du sexe, c'est vraiment tout ce... et d'ailleurs, Freud le dit comme ça, toute zone du corps peut devenir érogène. Et dans le livre que vous m'avez signalé, c'est vraiment extraordinaire. Et même quand on le voit au niveau des mots, hein, vous en avez donné quelques exemples, mais tout ce vocabulaire où il y a vraiment l'érotisme aussi, ça passe aussi dans les mots. Hein. Donc, vraiment avoir l'idée que ce n'est pas une question uniquement de sexe. La sexualité, évidemment, est prise là-dedans, mais à la limite même, ce que disait Freud, c'est que le côté sexualité en termes génital, justement, ce qui lui fait obstacle, c'est c'est qu'il y a plein d'autres zones, et que d'une certaine manière, justement, ça a du mal à trouver une unité dans la pulsion, ce qu'il appelait la pulsion génitale, justement parce que les autres zones érogènes continuent à vouloir un peu avoir leur propre plaisir. Hein. Donc, vraiment, ça, j'insiste un peu pour vous dire vraiment, c'est pas que du sexe, quoi. Hein. La libido et l'érotisme, voilà. Donc, sur quoi je voulais aussi insister, c'est sur le fait que donc, la psychanalyse est loin de se désintéresser du corps, simplement, elle prend acte du fait que notre rapport au corps, et donc à la jouissance, subit l'incidence du langage. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un corps qui va jouir comme ça. Hein. Ça subit l'incidence du langage, et c'est ce qui fait sans doute que ça peut prendre justement parfois un caractère délétère et destructeur. Hein. C'est pour ça que je rajouterais à Eros ce que Freud a aussi fini par admettre à cause de la clinique à laquelle il était confronté, c'est-à-dire Eros ne va pas sans Thanatos, il y a quand même des forces en nous qui vont du côté du destructeur. Hein, parce qu'à quoi il s'en est rendu compte? Il s'en est rendu compte qu'il y avait certains de ses patients, ce qu'il appelait la réaction thérapeutique négative, c'est que dès qu'ils allaient un peu mieux, eh bien, ils trouvaient une façon de faire en sorte que ça s'écroule, que ça n'aille pas bien. Hein. Alors j'ai essayé de trouver une image pour rendre compte de ça, et je me suis dit que le plus parlant ici, sans doute, c'était certains incendiaires qui ont pu parler de ce à quoi ils étaient aux prises, hein, quand ils mettaient le feu, et ils parlent de cette jouissance, hein, qu'ils éprouvent à voir ces flammes dévorer la végétation. C'est vraiment un spectacle pour eux, hein, qui pousse vraiment à... Et on voit là du coup le côté destructeur. Hein. Si en plus il y a le ballet des Canadaires, ça en rajoute de ce côté vraiment où c'est complètement destructeur mais fascinant. Hein. Donc heureusement, ça ne prend pas toujours ce tour destructeur, cette jouissance qui est quand même spécifique à l'être humain. Et alors j'ai reçu pendant quelques années une jeune femme. Elle avait vraiment un rapport très particulier à la nature. Donc c'était un mot qui était très présent dans son discours. Donc elle se soignait par les plantes, elle se disait écolo. Il lui fallait toujours avoir un petit coin de verdure à côté d'elle. Et elle disait, ça c'est ses propos, avoir besoin de communier avec la nature. Pourtant, elle vouait une haine importante au village dont elle était originaire. Et la vie lui apportait une sérénité, une liberté qui lui était indispensable. Donc je me suis bien demandé d'où venait ce besoin de nature. Hein. Ce n'était pas dans son village. Et donc petit à petit, au fil du travail, ce qui s'est dégagé, c'est qu'elle avait ressenti enfant vraiment une sorte d'absence psychique de sa mère. Donc la mère s'occupait tout à fait des enfants, hein, mais comment on va dire, elle était un peu ailleurs dans sa tête. Elle avait des préoccupations, ce qui fait qu'elle pouvait assumer tout à fait les besoins des enfants, elle s'en occupait, mais sans cette présence un peu d'être là, quoi, présente psychiquement à eux. Hein, donc elle était un peu ailleurs. Et donc cette patiente, elle avait vraiment éprouvé un grand sentiment de solitude, voire de détresse.
Et donc, elle avait trouvé deux façons de pallier à ça, deux parades. Donc, d'un côté, se raconter des histoires, hein, voilà. Et d'autre part, elle allait toute seule, parce qu'ils habitaient donc pas en ville. Hein. Donc, elle allait toute seule dans la nature alentour. Et là, donc, elle observait les insectes, elle écoutait les bruits de la nature. Et même, elle pouvait se coucher au sol. Et comme elle disait, ressentir vraiment un apaisement, un bien-être qui la sécurisait. Et vraiment, quand elle en parlait, ça avait vraiment un corps à corps hein, avec cette nature. Hein. Là, il y avait vraiment quelque chose de très, très corporel, très libidinal. Donc, elle n'était plus seule. Et d'une certaine façon, enfant, la nature avait été vraiment son partenaire, son soutien, on va dire. Hein. C'est là qu'elle puisait hein, une force, oui. Hein. Et donc, on voit quand même combien le corps, là, il était impliqué. C'est peut-être là où on le sent le plus. Hein. Et comment le signifiant nature, articulé donc avec cette force vraiment qui a à voir avec le corps, vraiment était venu donner une orientation à sa vie. Hein. Et vraiment, tout au long de sa vie, elle avait besoin de cette nécessité du lien avec la nature. Donc, ça nous permet de voir aussi quand même que le lieu investi peut aussi ne pas être un endroit précis. Hein. Chez elle, là, c'était vraiment, ça peut être un petit coin de nature que l'on peut trouver. Le tout, c'est qu'il ait ses caractéristiques. Hein. Mais là, en tout cas, ce qu'on peut repérer, c'est les sources infantiles de ça. Hein. C'est en quelque sorte un élément de notre monde, celui auquel on est étroitement attaché et qui va entrer en résonance. Hein. Là, on sent que c'est de la résonance avec les différents lieux de notre présent. Donc vraiment, ce qui se transmet de l'infantile, c'est fait vraiment de sédiments, d'éléments matériels, de bouts de mots, de sonorités, de silence, de non-dit. Il y a vraiment un tas de choses. Hein, ça peut être au niveau de la voix, de l'intonation, de malentendus, mais ça peut être aussi... il y a beaucoup les sons, les odeurs. Hein, il y a beaucoup... Donc ça peut être... Le bruit des feuilles dans le jardin des grands-parents, on peut vraiment trouver... Mais tout ça, ça possède vraiment cette charge libidinale, affective, hein, dont l'enfant vraiment est imprégné. Et vraiment, ça s'inscrit sur son corps, en lui. Hein. Et ça fait vraiment trace sur le corps. Alors, pour conclure un peu quand même... par rapport à cette thématique d'où réside l'esprit du lieu, du point de vue de la psychanalyse, je dirais vraiment que c'est dans le lien qui lie l'être humain, qui se trouve à la fois doté de la parole, mais aussi avoir un corps, ce qui ne va pas sans embarras par moment, et le lieu dans sa matérialité, on va dire. Mais c'est vraiment c'est le lien entre les deux. Et je trouve que vraiment... ce n'est pas un simple rapport entre un intérieur qui serait l'intérieur du sujet et l'extérieur qui serait l'endroit concret matériel. Hein. Moi, je trouve que bien au contraire, le lien qui nous lie au lieu défait le rapport dedans-dehors. Hein. On pourrait le dire comme ça, en tout cas vraiment dans la perspective psychanalytique, hein, qui recueille les propos des sujets. Hein. C'est comme s'il y avait un double mouvement. Il y a d'une part ce qui s'inscrit, ce qui s'imprègne dans le corps. Hein, c'est-à-dire à un premier niveau, il y a une façon de parler, de ressentir, bon, d'abord qui est propre à une communauté, ça c'est un premier niveau, mais aussi à un autre niveau, une façon de parler, de ressentir qui est liée à ce qui se transmet de l'inconscient. Hein. Donc, et ça inscrit quand même un extérieur, hein, qui est l'extérieur des parents, des proches, de ce qui se transmet, comme on a dit, hein, ça peut être des sons, des odeurs, ce qu'on veut. Donc un extérieur qui vient s'inscrire à l'intérieur. Hein. Et les lieux font partie, bien entendu, de cet extérieur qui s'incorpore. Bon, pour autant, évidemment, le sujet n'est pas inerte. Hein. Ça veut dire qu'il va choisir certains éléments, même inconsciemment. Hein. Ce qui s'imprègne, c'est vraiment... Donc, c'est saisi, c'est transformé, c'est aménagé. Et ça va donner lieu à ce qui fait quand même les constructions très singulières de chacun.
Hein. C'est vrai qu'on est tous différents, on a tous des rapports très différents au lieu. Hein. Donc ça, c'est dans un sens. Hein. C'est ce qui, de l'extérieur, vient s'imprégner, s'incorporer. Et dans l'autre sens, c'est un autre mouvement, c'est plutôt la part dont l'être humain est à jamais séparé, c'est-à-dire cette part perdue qui, du fait du langage, nous on l'entend un peu comme ça, il y a une partie du vivant que le langage n'arrive pas à saisir. Donc celle-là, elle nous est en quelque sorte, on en est séparé à jamais, mais en même temps, c'est le plus intime en nous, mais en même temps, on en est séparé. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la chose obscure, pour reprendre, ça fait un peu écho avec le côté obscur. Et ça c'est séparé de nous, on va plutôt le rechercher à l'extérieur, et en même temps, c'est vraiment ce qui nous construit, enfin, ce qui est au plus intime. Hein. Donc, il y a un peu ce double mouvement. Et donc, voilà, ça fait une topologie un peu complexe qui n'est pas simplement dedans-dehors. Hein. Et donc, un peu ce que vise la psychanalyse quand elle reçoit comme ça des sujets, c'est que comme cette libido, comme on voit, elle a une plasticité, elle peut circuler. Donc, c'est vraiment visé à faire en sorte de transformer un peu ces circuits pour que ce soit un peu plus vivable pour les sujets qui viennent nous voir. Voilà.